très, 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 très. Mais l'idée, c'est de faire une critique concise de cette moto et qu'elle ne soit pas trop longue. Car la vérité, c'est que si je voulais parler de tout ce qu'il y a dans la 1390 Super Adventure S Evo, cette vidéo devrait durer 1 heure, car c'est à peu près le temps qu'ont mis les ingénieurs hier à nous expliquer ce qu'il y a de nouveau sur cette machine. Mais je vais faire court, parce qu'il s'agit surtout des émotions, des impressions et ainsi de suite. Et en plus, il y aura encore le magazine. Dans le magazine, je m'étendrai un peu plus, donc ce sera probablement le numéro de février. Le titre de cette vidéo est « Est-ce déjà la fin ?» Et en fait, on peut même approfondir un peu plus ce sujet. Est-ce la fin de l'ère de la moto en ce qui concerne le développement des motos? Parce qu'il y a juste devant moi une machine qui était vraiment extrêmement avancée sur le plan technique et à bien des égards, vraiment. Et maintenant, après toute cette agitation autour de KTM, la question qui reste en suspens est de savoir s'il y aura un fonds, un budget pour cela, pour bâtir un véritable successeur. KTM à 1390 Super Adventure S, il est clair qu'il y aura des améliorations, des changements, mais prendre quelque chose et le reconstruire à partir de zéro, je ne sais pas. Personne ne le sait. Et c'est encore plus vrai. J'étais sceptique quant à cette machine, car je me disais, bon, c'est une moto qui pourrait être un peu sous-développée. Je dirais même plus. Parce que les dernières années n'ont pas été très confortables, donc il y a eu des licenciements, etc. Mais aujourd'hui, j'ai appris, et cela m'a été confirmé par des gens de chez KTM, que ce projet a en réalité commencé il y a 5 ans. Et les principes de cette moto, ce qu'elle devait contenir et à quoi elle devait ressembler, ont été établis à une époque où, vous savez, tout le monde avançait à fond. Parce que c'est comme ça, les employés, ceux qui étaient responsables du développement des motos, étaient aussi motivés que toute l'entreprise. Ils n'entendaient que plus loin, plus loin, plus fort, plus fort, plus fort. C'est probablement de là qu'est venu aussi le slogan de cette moto. More is more, plus c'est plus. Andrzej c'est Andrzej, moins c'est moins. Et Roman c'est Roman. Ce à quoi nous allons bientôt arriver. Donc cette moto vient en réalité encore de cette bonne époque de KTM. Et une dernière anecdote. Cette moto aurait dû être présentée il y a déjà 1 an. Mais comme la production a été retardée, encore quelques éléments ont été améliorés dessus. Donc, globalement, je peux déjà vous dire qu'en termes de performance et de plaisir, il n'y a tout simplement pas de concurrent en ce moment. Dans le segment Adventure, il n'y a que la KTM. Et ça a toujours été le cas, mais d'un autre côté, les anciennes KTM, les 1290 et les suivantes, elles roulaient de façon incroyable, mais il fallait quand même savoir les piloter. Elles étaient un peu, vous savez, intimidantes. Et ici, 2 mondes se sont réunis. Cette moto peut être douce, agréable, délicate, changer les vitesses toute seule. À mon avis, c'est la meilleure de toutes les motos équipées d'une boîte de vitesse automatisée et elle peut aussi devenir tout simplement une bête sauvage inimaginable. Aujourd'hui, je roulais derrière Roman, les Tchèques sont de vrais fous, mais dans le bon sens du terme parce que Roman dirige sa propre école, une moto-école d'ailleurs tout près de la frontière polonaise. C'est assez drôle. Il a beaucoup de clients polonais. Je mettrai peut-être même un lien quelque part. Là-bas, bon, il roulait comme un fou, mais aussi de façon sûre. Vous voyez, il n'y avait pas vraiment de dépassement des points de freinage. Merci. Et ainsi de suite. Mais au final, on roulait sur ces motos comme sur des supermotos surdimensionnées. Ce qui était d'ailleurs très intéressant, c'est qu'on pouvait faire glisser l'arrière avec cette moto en entrant dans les virages, même sans embrayage. Revenons au début. Qu'est-ce qui est nouveau sur cette moto? Le cadre, ce qui est pour moi le plus important, le cadre est 70% plus rigide en torsion que l'ancien. Et pour les forces latérales, si je me souviens bien, dans le magazine, c'est mieux expliqué, de 20%, donc globalement, le cadre est beaucoup plus rigide. La suspension est complètement nouvelle, toujours semi-active. Maintenant, cette semi-activité se trouve dans un seul tube de fourche pour simplifier le système, probablement aussi pour optimiser les coûts. L'essentiel, c'est que ça fonctionne tout simplement. On a réduit la friction, cette fourche est devenue beaucoup plus précise et surtout bien plus confortable. D'habitude, je roulais sur les KTM et souvent, en général, je roulais sur des motos avec une suspension soit confort, soit route, appelons-la comme ça. Et ici, je roulais tout le temps en mode sport et elle était à la fois confortable et offrait un bon soutien. Réglable électroniquement à l'avant, réglable électroniquement à l'arrière. Et qu'est-ce qui est le plus important?
Le précharge, c'est-à-dire la tension initiale, le ressort arrière peut aussi être automatique, élevé. Est-ce que j'ai réglé la moto comme ça? Et c'était tout simplement merveilleux. Vous savez, un cadre rigide permet à la suspension de mieux ressentir l'adhérence. Si la suspension est bonne, le cadre peut être rigide, car alors la suspension prend en charge l'absorption de toutes les irrégularités et le maintien de l'adhérence. Donc ces cadres, vous savez, deviennent soit plus souples, soit plus rigides. Maintenant, on tend vers des cadres plus rigides, car cela est aussi lié au développement des pneus. Et il s'agit des pneus Dunlop. Premièrement, il n'y a pas de mitas, même si ces mitas étaient plutôt pas mal pour moi. Et deuxièmement, il y a maintenant Dunlop, qui accrochait aujourd'hui comme un fou, mais il faut se rappeler que nous sommes à Tenerife et qu'ici tout accroche comme jamais. Même une Mercedes, une vieille W120 4300D, passe les virages à fond. Le moteur est aussi nouveau, nous avons le camshift, à ne pas confondre avec le shift cam de BMW, mais on peut le confondre avec le shift cam de BMW, car le système fonctionne de manière identique. Un arbre à cam, deux cams pour les soupapes d'admission, qui se déplacent en fonction du régime moteur. Oui. Les soupapes restent ouvertes moins longtemps et moins largement à bas régime, et plus longtemps et plus largement à haut régime. C'est drôle parce que même ce petit moteur avec ses deux broches qui déplacent l'arbre à cam est exactement le même que chez BMW. Cela rend ce moteur tout simplement merveilleusement doux, 1350 de cylindrée. Et il est difficile de s'imaginer que 1300 de cylindrée répartis sur 2 cylindres avec un piston de 100 mm de diamètre, 10 mm, c'est ça? Si je me souviens bien, 11 cm, que cela puisse être doux et non agressif, et pourtant c'est totalement le cas. Ma première impression, quand nous sommes partis, j'ai dit « c'est un ours en peluche ». Un ours en peluche que tu serres dans tes bras quand tu accélères, mais si tu lui en donnes plus, alors à l'intérieur, c'est un vrai ours. Donc, une énorme amélioration en ce qui concerne le moteur. De même, il sonne bien mieux en ce qui concerne les bruits mécaniques. On n'entend tout simplement pas, vous savez, de cliquetis ou de bruits parasites. Cependant, quand on roule lentement et qu'on passe de 4 à 3000 tours, en freinant, on peut même entendre un petit clic, le passage de ce petit rouleau. Et dans le moteur, il y a cette boîte AMT, c'est-à-dire une boîte manuelle automatisée, mais ce n'est pas fait comme chez Yamaha. Chez BMW d'ailleurs, c'est à peu près pareil. Vous avez un petit moteur externe qui actionne simplement, vous savez, ce levier de changement de vitesse. Et chez Yamaha, c'est comme ça. Tu as un petit moteur qui appuie sur l'embrayage à ta place et l'embrayage est le même. Ici, l'embrayage est complètement différent et le moteur qui change les vitesses se trouve à l'intérieur du moteur. L'ensemble du système pèse 1 kg de plus qu'une boîte de vitesse manuelle. La boîte de vitesse manuelle est disponible dans la version S, mais pas dans la S Evo, et ça fonctionne vraiment très bien. Nous pouvons changer de vitesse de différentes manières ici, parce que oui, soit on laisse en mode automatique, et vous savez, la vérité c'est que ces boîtes automatiques, tout comme sur la KTM, fonctionnent le moins bien lors d'une conduite lente en ville. Parfois, s'il y a un à-coup, c'est aussi une question de ressenti, on n'est pas prêt à changer de vitesse, ou bien le rapport est maintenu trop longtemps, etc. Donc ce n'est pas parfait, mais c'est suffisamment bon. Mais quand on roule à fond, ou au moins de façon dynamique, là ça commence à vraiment bien fonctionner. Vraiment, vraiment bien, l'ordinateur veille simplement à ce que le couple soit toujours disponible. Et ce qui est bien avec l'électronique avancée, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est qu'on peut modifier ce turbo ou en fait tout désactiver. C'est-à-dire, par exemple, on peut régler normalement cette boîte de vitesse pour que tu restes en deuxième et que tu restes sur la zone rouge. Et ce rapport ne passera pas à 1 supérieur. Je l'ai allumé alors que je roulais en deuxième avec un pneu crevé à toute vitesse à l'approche de la limite de régime. C'était sur le G3 qu'il roulait avec son propre pneu crevé. Mais encore une fois, avec une telle douceur, une telle rapidité que cela ne m'a pas secoué et ne m'a pas fait tomber sur le dos comme ça. Waouh, mais ridiculement. La boîte de vitesse est donc vraiment, vraiment au point. Finalement, après l'avoir essayé, oui, nous avons le choix. Ou encore ces boutons qui, à mon avis, fonctionnent. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas que ce soit imprécis, c'est juste que le principe est mauvais. Car pour passer à la vitesse supérieure, on pousse vers l'avant, et pour rétrograder, on clique vers soi. Et c'est l'inverse de ce que ça devrait être. Quand tu accélères, tu es tiré vers l'arrière et tu devrais cliquer comme ça. Et quand tu freines, tu pars complètement vers l'avant et tu devrais cliquer comme ça. Donc un petit fac à pic, mais ce n'est pas grave, parce que tu peux utiliser le levier au pied que j'ai utilisé, ou alors c'est génial, tu rétrogrades avec les gaz. Donc si tu veux accélérer et rétrograder, il suffit d'ouvrir les gaz et ça fera un kickdown. Et il rétrogradera et avancera. Et quand tu arrives dans un virage, tu freines, tu relâches un peu une fois
il descend d'un rapport, encore une fois, un autre rapport, et tu fais bom, bom, bom. Et ça marche incroyablement bien parce que vous savez, ce petit moteur à l'intérieur, celui qui change les vitesses pour nous, il fonctionne. Il peut tourner à 50 000 tours par minute. Donc, vous voyez, il ne tourne pas toujours aussi vite, mais c'est la vitesse à laquelle il peut réagir qui compte. Donc, c'est vraiment du grand art. L'embrayage lui-même est mécaniquement désengagé en permanence. En réalité, c'est un peu une astuce. C'est une petite plaque, une deuxième plaque qui a des petites excroissances quand le moteur commence à tourner. Le moyeu d'embrayage, c'est la force centrifuge. Il fait sortir des petites plaques qui poussent celle-ci et ça se serre, l'embrayage. Ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple à réaliser. Mais dans l'idée, c'est une solution simple qui fonctionne vraiment très bien. Il n'y a pas besoin d'un modulateur commandé électroniquement qui ferait patiner l'embrayage. Ça se fait tout simplement, mécaniquement. Et ce qui est drôle, c'est que, mince, pour moi, ça marche mieux que le système électronique, parce que même quand tu freines fort, et j'ai freiné avec le frein arrière, je me demandais si on pourrait faire des dérapages latéraux. Personne ne fait ça, mais moi, et en fait Roman aussi, alors pourquoi pas? Je me demandais si ce serait possible, et il s'avère que oui, parce que quand je veux faire un dérapage latéral, j'appuie simplement sur l'embrayage, je rétrograde de 2 vitesses, je freine fort à l'avant, à l'arrière, je relâche l'embrayage, et la moto se met alors à glisser. Et tu es là, tu pars, tu freines de l'avant, tu rétrogrades les vitesses, peu importe comment, tu appuies sur le frein arrière. Et à cause de cet embrayage, le régime moteur baisse, il se relâche aussi. Donc en fait, le mouvement que je fais avec le doigt, il le fait à ma place. En plus, cet embrayage est anti-dribble, donc l'arrière ne saute pas. Il m'est tout simplement arrivé de faire quelques jolis petits slides. Et vous savez, ce n'était pas du genre, allez, un gros slide juste pour la photo, mais à plusieurs reprises, j'entrais simplement dans le virage, je freinais fort de l'arrière, je freinais de l'avant, et cette moto, waouh, quel plaisir! C'est merveilleux. En général, rouler avec cette moto est incroyablement satisfaisant, parce qu'elle tourne facilement, elle est puissante, elle freine de façon géniale. C'est tout simplement inimaginable, la façon dont on peut rouler avec cette moto. Aujourd'hui, on a vraiment roulé à fond avec Roman. Ça s'est terminé avec les pneus arrière tellement surchauffés, peut-être qu'on le verra sur la vidéo avant et sûrement derrière moi aussi parce que je roulais au même rythme et il y avait des traces noires partout à la sortie des virages, comme sur un circuit de course. C'était tout simplement comme ça allait à ce point-là. C'était un choc, il ne faut vraiment pas conduire comme ça. Oui, ne faites pas ça, vraiment, sauf bien sûr lors des formations. Moi je n'en fais pas, mais Roman en fait et beaucoup d'autres aussi. Et on voit qu'il aime apprendre ce genre de choses amusantes aux gens. Donc c'était tout simplement un choc parce qu'on roulait à fond, on s'amusait énormément et cette limite était encore, vous savez, un peu plus loin. Si j'essayais de faire des choses plus similaires sur d'autres motos adventure, ce serait aussi possible, mais je sais que quand déjà, si tu vas trop loin, à un moment donné, soudain la suspension commence à pomper ou il se passe quelque chose alors qu'ici tout se fait tout seul. Enfin justement, pas tout seul, tout veut, parce que tout seul, ça peut aussi. Et en plus tout seul, et c'est assez drôle. Bon, Droni, parce que oui, cette moto a vraiment beaucoup de gadgets. 175 chevaux, parce que je ne l'ai sûrement pas dit plus tôt, 145 Nm et toute l'électronique pour justement abaisser un peu tout ça ou faire en sorte que quelqu'un puisse vraiment rouler avec. Et donc, on se demandait si ça avait du sens ou non d'investir autant dans une électronique aussi développée et dans un contrôle de traction aussi intelligent. Et est-ce que ça n'aurait pas été mieux de faire, par exemple, une suspension automatique abaissable, comme sur la Harley ou la BMC, parce qu'il y avait des gars aujourd'hui, ils n'étaient pas très grands, et ils se sont battus avec cette moto. La bulle aussi, elle se règle toujours mécaniquement et non électroniquement, alors qui a vraiment besoin du contrôle de traction? Maintenant, c'est comme ça, en plus de pouvoir régler ton rail limo comme ci, comme ça, sur le rail limo. C'est ce qu'il y a de plus sympa parce que tu peux changer comme tu veux. Pendant que tu roules, les réglages sont possibles. Aujourd'hui, j'ai roulé simplement en mode rallye. Le contrôle de traction était sur 2 ou 3. Tu peux lever la roue avant. La moto peut un peu glisser, même de façon très agréable en sortie de virage, mais toujours avec le contrôle. Mais si tu passes sur d'autres modes, par exemple, quand elle doit être plus sensible, veiller davantage sur toi. Si tu roules, par exemple, sur du gravier, il y a déjà des gadgets comme l'autoslip. Là, ma tête commence à fumer tellement il y en a. C'est vraiment beaucoup. Je mettrai sûrement ça quelque part dans la vidéo. Que par exemple, cette moto, quand tu roules et que tu entres dans du sable et que tu accélères, alors ce contrôle de traction, elle va commencer à te brider comme sur n'importe quelle moto. Et là, tu devrais la désactiver. Mais ici, si tu mets les gaz à fond, la moto comprendra ce qui se passe et laissera la roue tourner pour que tu puisses t'en sortir. Il y a beaucoup de situations comme ça où la moto comprendra ce que tu veux faire et elle te permettra tout simplement d'en faire plus.
Par exemple, pour faire demi-tour, si tu es sur du gravier, tu n'as pas besoin de désactiver le contrôle de traction pour faire pivoter la moto, accélérer et faire, vous savez, un virage serré, un tour sur place. Elle va tout simplement le sentir et te le permettre. Donc il y a plein de petits détails comme ça, qu'on ne remarquera pas forcément, mais qui ont été développés. D'autres détails, la question est de savoir si c'est nécessaire, c'est par exemple le radar, un nouveau radar. Et c'est plutôt sympa, parce que tout ça fonctionne bien, mais c'est déjà très accablant au premier abord, parce que la vérité, c'est qu'ensuite, j'ai réglé cette moto. À ma façon, je l'ai laissé comme ça, j'ai joué un peu avec des bricoles, et c'est tout. Mais le radar, en plus d'avoir un régulateur de vitesse classique, dispose aussi d'un régulateur de vitesse adaptatif. Ce qui est sympa, c'est qu'il a un régulateur de vitesse adaptatif pour la conduite en groupe, c'est-à-dire qu'il détecte non seulement l'objet devant vous, mais aussi un peu sur la gauche et sur la droite aussi. Donc vous pouvez rouler en quinconce, il gardera cette distance. Ça marche super bien, je l'ai vérifié moi-même. Mais il y a aussi un avertissement de collision imminente, d'accord? Mais il a également ce freinage automatique et plusieurs fois, quand on roulait près les uns des autres, il a freiné pour moi et je me suis dit, mais tu peux entrer et le désactiver. C'est le plus important. Tu peux désactiver toutes ces assistances et une fois que tu les as désactivées, elles restent désactivées. Tu n'as pas besoin de les désactiver à nouveau la prochaine fois que tu montes sur la moto. Et en plus de ça, il y a un truc un peu inutile, comme le maintien automatique de la distance. Quand tu roules, ce n'est pas un régulateur de vitesse. Tu accélères, mais tu règles quoi? Il doit garder la distance avec le véhicule devant toi, et tu peux accélérer à fond, et il n'ira pas rentrer dans l'arrière de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est nécessaire, ou alors un système qui t'empêche de doubler par la droite. Là où c'est interdit, tu peux aussi le désactiver, mais il détecte que tu es en train de doubler soudainement une voiture par la droite. Et il dira non, 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 c'est interdit, alors que toi, si tu le fais, c'est sûrement parce que tu veux le faire. On peut le désactiver. Énormément de travail a été consacré à ces gadgets. Et puis l'écran, le plus grand écran disponible, au début tu te dis, mon Dieu, encore une tablette, en plus il est tactile, tu peux l'utiliser en mode tactile ou ici avec le joystick, mais mince, ça marche vraiment. Et vous savez, cette navigation, qui est gratuite, préinstallée, tu n'as pas besoin de connecter ton téléphone et il y aura une nouvelle application qui permettra de mieux planifier tout ça. Et voilà, mais pour l'instant, tu cliques simplement, tu pars, ça fonctionne parfaitement. Oui, vous faites glisser cet écran, souhaitez-vous agrandir ou réduire cette carte, modifier cet aspect ou cet autre aspect, etc. C'est vraiment génial, juste pour que vous le sachiez, au premier coup d'œil, lorsque vous faites un essai routier par exemple, ou comme nous l'avons fait, dites-vous, mon Dieu, il y en a tellement, laissez-moi tranquille, je veux juste ma moto simple, etc. Mais en réalité, si tu roules un peu, que cette moto devient la tienne, ou que tu l'utilises plus longtemps, une fois que tu auras roulé avec, tu l'ajusteras à ta façon, tu sais. Comme ça te convient, tu oublieras le reste et tu profiteras de la route. Mais la question c'est combien de temps? Parce qu'il va tout de suite y avoir une question ici, hein? Mais ça va vite tomber en panne, mais il y a toujours quelque chose, mais ce service après-vente, etc., les pièces disponibles. Je ne sais pas. À mon avis, si tu veux quelque chose de haut de gamme, tu dois accepter de prendre un risque. C'est comme avec une moto de course ou une Panigale 4R haut de gamme, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un problème. Parce que si quelque chose est extrêmement poussé, il peut toujours se passer quelque chose. Donc moi, si je devais recommander, je ne recommanderais pas cette moto comme unique moto, mais plutôt comme l'une des motos. Et tout simplement, quand tu l'as, tu en profites, tu fonces, tu pars à l'aventure autour du monde ou autour de l'Europe, parce que ces gros cylindres sont vraiment très agréables à conduire. Ce qui est bien, c'est qu'on peut rouler tranquillement avec cette moto et c'est tout simplement plaisant. Et ici, il ne manque pas de couple, car étonnamment, quand nous étions en montagne, on roulait à fond, on l'a même dit. En fait, il pourrait y avoir encore plus de punch à cause de l'Euro 5+. Je dois m'arrêter parce que, comme vous le voyez, je pourrais parler de cette moto pendant des heures, elle me plaît vraiment. Je n'aime pas ce qui s'est passé avec KTM, la façon dont cela a été géré par les responsables. Mais maintenant, ce sera différent. Personne ne sait comment ça va se passer. Ce que je sais, c'est que nous avons vraiment une moto impressionnante. Impressionnante, pas en ce qui concerne l'électronique, mais impressionnante par la façon dont elle roule et ce qu'elle nous permet de faire. Et il y aura plus d'informations dans le journal. Bien à vous. Salut! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.